Bonjour à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur la chaîne du Figaro TV. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui nous concerne tous et qui se retrouve au cœur des municipales à Paris depuis de nombreuses années, la propreté. Un sujet dont s'empare l'ensemble des candidats. Alors que proposent-ils? Quels constats et quelles solutions? On en parlera dans un instant. En culture, on s'intéressera à l'extraordinaire destin de Dorine Bourneton, la première femme paraplégique pilote de voltige qui raconte son histoire sur scène au théâtre Montparnasse. Et en fin de l'histoire, on remontera au 5 mars 1798. Les chevaux de Saint-Marc partent pour Paris et deviennent les chevaux les plus connus du monde. On en parle en fin d'émission. C'est l'un des rares sujets qui fait consensus pour tous les candidats à la mairie de Paris. Paris est trop sale. Alors faut-il privatiser une partie du nettoyage, augmenter le budget? Et enfin, d'où vient cette saleté? Est-ce un manque de moyens ou le fruit d'incivilité? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que 71% des Français s'estiment mécontents du nettoyage des rues, selon un sondage IFOP fiducial. Alors pour décrypter ce vaste sujet, sont avec nous en plateau Tanguy Le Dantec, vous êtes urbaniste, merci beaucoup d'être avec nous. François Legrand, vous êtes directeur d'études à l'IFOP et Édouard Civelle, vous êtes économiste de l'environnement. Merci à tous. Alors ma première question, elle est assez simple et assez générale. J'aimerais avoir votre constat. Pourquoi est-ce que Paris est aussi sale? Est-ce qu'on peut parler d'un problème, par exemple, systémique? Je dois commencer. Oui, c'est un problème qui s'est aggravé. C'est-à-dire, partout où il y a des concentrations de population, nécessairement, il y a des déchets à gérer. C'est ce qu'on appelle le métabolisme urbain. Là, des quantités de déchets. Maintenant, effectivement, tout ça est influencé par les politiques qui sont menées, les budgets qui sont employés. Et dans le cas de Paris, il y a une infinité de facteurs qui influencent ça. Alors, le premier d'entre eux, c'est la baisse du budget général à la propreté depuis 25 ans. Ça n'a fait que baisser depuis 25 ans? Ça n'a fait que baisser. Enfin non, il y a eu quelques variations, mais on va dire, on constate, grosso modo, pour résumer, quand on regarde les budgets de la ville de Paris, tout a été décalé vers l'investissement, vers des grands projets, et la question de l'entretien général, mais qui ne concerne pas stricto sensu que la propreté de la voirie, mais ça peut aussi concerner les arbres, l'état des parcs et jardins, tout ce qui relève de l'espace public, en revanche, a été délibérément baissé, et des économies, parfois des économies de bout de ficelle, ont été réalisées. Et à la fin, on finit par en payer les conséquences, on va dire... les pots cassés. Voilà. Dans les années de la Noé, on va dire que ce n'était pas encore visible parce qu'on héritait d'une situation qui était assez bien faite, mais progressivement, avec le temps, tout finit insensiblement par se détériorer, compte tenu de la densité extrême de la capitale. C'est-à-dire que même des revêtements sur sol en dur, en pierre, finissent par s'user quand il y a des millions et des millions de pas, de promeneurs, d'usagers. Et donc Paris est soumis à un stress. Et même les matériaux qui sont parfois proposés par les entreprises quand on refait des travaux sur sol, on va dire, ont une durée de vie qui en province ça peut durer longtemps, 10 ans, 15 ans, mais à Paris, c'est déjà complètement usé hors d'usage en seulement 2 ou 3 ans. D'accord. Donc il faut voir peut-être un peu plus... Il y a une intensité de l'utilisation qui est très particulière et qui est unique, sans doute, en Europe. Édouard Civelle, vous êtes économiste de l'environnement. Quel constat vous faites-vous sur justement ce problème de la saleté dans Paris et les coûts engendrés? Alors bon, le budget, on en parlait à l'instant, le budget actuel, c'est environ 600 millions d'euros qui sont dévolus à la direction de la propreté à Paris. Bon, si je groupe l'investissement et le fonctionnement, avec quand même une part importante d'agents, parce qu'on a quand même à peu près 7000 agents à Paris qui s'occupent de la propreté des rues. Et bon, si on a une petite comparaison européenne, en général, on a un peu plus d'agents que dans d'autres mégapoles européennes. Qui sont pourtant pas forcément plus sales. Qui ne sont pas forcément plus sales, mais on va pouvoir en rediscuter. Mais je pense qu'il y a différentes... le tout, c'est pas uniquement combien on met sur la table, c'est comment on emploie évidemment cet argent. Et je pense que, et je suis assez d'accord avec ce que disait Tanguy Le Dantec, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement par rapport aux années 90 qui est lié probablement en partie aussi au changement de mode de vie.
C'est-à-dire qu'on a probablement des consommations beaucoup plus nomades que dans les années 90. Et donc le modèle de propreté qu'on avait dans les années 90 était peut-être adapté, ce qui permettait d'avoir une ville relativement propre. Mais l'évolution des modes de consommation, l'évolution des modes de vie... Et des habitants à Paris, peut-être il y a plus de gens qui viennent travailler à Paris, mais qui y habitent moins. Donc peut-être quand on y habite moins, on fait moins attention. Je ne sais pas. Oui, voilà, bien sûr, le nombre de touristes, enfin 30 millions de touristes, évidemment, ça fait que le budget ne peut pas être le même par habitant que le budget d'une commune francilienne standard. Donc forcément, vous avez besoin de plus de budget et vous avez besoin peut-être de moderniser la gestion de la propreté à Paris, ce qui n'a pas forcément été fait. Et c'est pour ça qu'il y a un ressenti, en tout cas, de saleté assez marqué chez les Parisiens. François Legrand, justement, le ressenti, vous le voyez dans les sondages, mais en même temps, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que les sondages montrent que la propreté est au cœur des préoccupations des Parisiens et des Franciliens. Qu'est-ce qui explique ça et que disent réellement les sondages ? Tout à fait, ouais. Effectivement, moi je pense un point, moi je suis pas urbaniste ou économiste, mais un point effectivement à avoir en tête, c'est que Paris est une des villes les plus densément peuplées du monde occidental en tout cas. Et donc effectivement, la pression démographique est incroyablement forte. Et donc dans ces conditions, c'est vrai qu'on peut facilement blâmer les pouvoirs publics par rapport à la propreté, mais c'est quand même une gageure que de réussir, effectivement, vu la situation démographique de la ville, à maintenir quelque chose de propre. Mais en effet, pour en revenir à mon domaine de prédilection, qui est l'opinion des Parisiens, il y a un consensus très large dans la population parisienne. Il y a un sondage qui avait été fait en 2021 qui montrait que 84% des Parisiens pensaient que Paris était une ville sale. Et alors, plusieurs instituts de sondage régulièrement, au moment des élections, vont poser une question sur les déterminants du vote, donc vraiment les éléments qui vont être les plus déterminants dans le choix de voter pour un candidat. L'IFOP ne l'a pas fait pour le moment au niveau local à Paris, on l'a fait au niveau national, mais des confrères d'Opinionway ont testé les déterminants du vote au niveau de Paris et la propreté était citée à 57%, ce qui en faisait le premier critère cité à égalité avec la sécurité. Donc ça contribue très fortement effectivement dans une campagne électorale, c'est un élément qui va mobiliser fortement les électeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que lors de cette campagne, mais c'est quelque chose de récurrent dans les campagnes municipales à Paris, le sujet de la propreté revient régulièrement. D'accord, au même niveau que la sécurité, c'est quand même assez impressionnant. Et alors l'opinion des Parisiens, il va être amené à être mise en avant bientôt avec les élections municipales. Et j'en parlais en préambule, c'est un sujet dont les différents candidats s'emparent avec des solutions cependant bien différentes selon les partis, les orientations politiques. Il y a trois grandes lignes, un petit peu. Le premier, c'est celui proposé par Sophia Chikirou et Emmanuel Grégoire. Eux plaident pour un service public renforcé avec un recrutement d'environ 1000 agents municipaux supplémentaires pour la propreté. Vous parliez tout à l'heure justement du nombre d'agents. En fait, vous disiez qu'on en avait plus que dans de nombreuses capitales européennes. Là, si on en ajoute encore plus, est-ce que finalement ce sera gage d'efficacité ? Tout dépend à quoi sont dévolus ces agents, tout dépend de l'organisation finalement que l'on va avoir du système de propreté. Prenons un exemple à Vienne, vous avez des agents, et vous avez moins d'agents en fait en général à Vienne sur la propreté que dans d'autres villes européennes, mais l'essentiel, beaucoup d'agents à Vienne qui vont être dévolus à la verbalisation des incivilités sur la voie publique, pour en fait prévenir finalement la saleté par rapport, et en fait, là où, si vous jetez votre mégot de cigarette à Paris, la probabilité que vous fassiez attraper la main dans le sac, si je puis dire, et que vous preniez une amende qui va peut-être vous dissuader de le refaire, la probabilité est très faible. En fait, lorsque vous allez à Vienne, il y a de très grandes chances que vous soyez verbalisé. Et en fait, cette grande probabilité d'être verbalisé diminue très fortement les comportements de pollution. Donc en fait, tout dépend comment vont être affectés ces agents. Ça, on y reviendra plus tard parce que c'est plutôt ce que proposent les candidats les plus à droite. Mais en revanche, sur la gauche, donc c'est vraiment service public renforcé, recrutement d'environ 1000 agents, augmentation de la fréquence de lavage des rues, plus 20 à plus 30%, et développement des campagnes de prévention des tri et des déchets. Est-ce que les Parisiens, dans les chiffres et dans les sondages qu'on voit, attendent ça ou c'est simplement juste une ville plus propre ? Ils ne donnent pas de vraies indications. Alors on n'est pas allé creuser à ce niveau de détail, il faudrait faire une enquête qualitative. C'est vrai que dans les enquêtes quantitatives, effectivement, on a des résultats à grosse maille qui montrent que le sujet de la propreté est déterminant, joue beaucoup dans le vote. Pour savoir quelles sont les attentes précises, il faudrait vraiment descendre à un échelon plus bas. Néanmoins, je pense qu'on peut dire effectivement que les électeurs plutôt affiliés au parti de gauche, effectivement, sont plutôt dans un logiciel un peu classique de plus de services publics, alors que effectivement, les électeurs de droite, eux, vont plutôt attendre davantage de privatisation, notamment.
On va revenir sur ce problème de la privatisation plus tard. J'en viens à la ville de Paris en tant que telle. Est-ce qu'il y a un problème, je le disais au début, mais est-ce qu'il y a un problème systémique? Qu'est-ce qui fait que Paris arrive aussi peu à être propre? Est-ce que c'est la configuration même de la ville? Est-ce qu'on a un manque de poubelles? Enfin, des choses très pratiques. Il y a un indice fort pour lier à la question environnementale. En fait, si on regarde bien, toutes les questions propreté, sécurité et environnement, tout ça, c'est lié. C'est beaucoup plus intrinsèquement lié. Il y a par exemple un indice très fort que la propreté des rues, en réalité, s'est massivement dégradée ces dernières années. Quand on dit ces dernières années, on parle de combien de temps à peu près? 15 ans. D'accord. 15 ans. C'est la prolifération des rats. Alors ça, Rachida Dati en parle beaucoup, on y Oui, reviendra. mais c'est un indice absolu. J'enseigne l'écologie appliquée. Et donc, quand on a une prolifération d'une espèce, pourquoi est-ce qu'il prolifère? Parce qu'il y a de la nourriture en surface. Sinon, il ne pourrait pas se développer. Voilà, donc ça montre bien, c'est pas la question de l'augmentation stricto sensu effectivement c'est comment tous ces problèmes s'entremêlent. Il y a donc une question qualitative liée à l'intensité de l'usure des matériaux. Or, comme on a des projets de moins en moins qualitatifs qui se détériorent de plus en plus, qui sont de moins en moins bien réalisés, par exemple. Le corps des architectes Voyer, qui était extrêmement performant jusqu'à l'époque de la Noé, a été plus ou moins liquidé. Et donc on arrive à des projets qui ont été réalisés qui sont complètement absurdes et qui augmentent, on va dire, les conséquences. Par exemple, la place Brancusi dans le 14e, ils ont fait l'erreur de la faire plate. Donc la gestion des eaux de surface, et c'est une erreur hallucinante. Normalement, le rôle des architectes Voyer, c'est de réguler les histoires de pente, d'éviter les inondations, toutes ces concentrations-là. Et de même, au pied des arbres, on a eu plein d'aménagements qui n'en sont pas. On remplace les grilles d'arbres par de la résine. Tout ça, on sent un bricolage et une baisse qualitative très profonde. Et ça n'est pas que le quantitatif qui peut arriver dans lequel on peut arriver à trouver des solutions, c'est vraiment en investissant plus dans le qualitatif. De même, sur le long terme. Oui. De même, par exemple, pour dire que la question de la sécurité est liée à la propreté. En fait, ce à quoi vous faisiez référence, c'est la théorie de la vitre brisée. C'est-à-dire, quand on est dans un environnement qui est parfaitement entretenu, qui est propre, la tentation et le risque de le dégrader est beaucoup plus fort. Quand, à contrario, on se trouve dans un environnement dégradé, rajouter un petit peu de dégradation à ce qui déjà ne fonctionne pas, ce n'est pas que ça ne se remarque pas, mais il n'y a pas les mêmes conséquences psychologiques et tout ça a été... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'habite pas dans la ville et que de toute façon elle est déjà sale, les gens ne vont pas forcément faire plus d'efforts. L'expérience type, c'est un cas extrême, c'est Singapour, où là tout est ultra dissuasif, mais... grosso modo, en fait, paradoxalement, plus la ville est propre, moins il y a besoin de la réentretenir derrière. Il y a des effets, il y a des effets cumulatifs qui sont plus subtils que ça. Et pour faire le lien avec la propreté, par exemple, il faut savoir que dans le cas des smart cities, la principale utilisation des caméras de rue, c'est pas que la sécurité stricto sensu ni la reconnaissance faciale, c'est ce qui se passe, c'est l'état des déchets, par exemple, sur les rues. Il y a pas mal de villes qui font très bien ça, et en fait, c'est 80% de l'utilisation des caméras. C'est tout de suite, dès qu'il y a un déchet, il est repéré et analysé via IA. Et ça demande, et donc, il y a, on va dire, pour faire la différence entre le programme de gauche et le programme de droite, c'est qu'il y a une réflexion sur quand même les technologies plus avancées qui fonctionnent, qui sont déjà expérimentées, qui me semblent quand même plus conséquentes et qui avaient été amorcées, souvenez-vous, il y a 6 ans dans le programme de Villani. Mais là, qui maintenant est beaucoup plus assumé dans les programmes de centre et de droite. On va revenir justement, on va arriver à ces programmes de centre et de droite, et notamment la question écologique, on en parlait tout à l'heure, qui est au cœur du programme et dont parle Rachida Dati. Écoutez, on en parle juste après. Donc, je revois le circuit collecte et nettoyage. Je revois aussi la coordination des agents et je privatise la collecte parce que maintenant, il y a des enjeux écologiques importants et c'est un métier complexe. Vous privatisez le ramassage des ordures. Parce que c'est devenu des enjeux écologiques importants. Il y a des sociétés très spécialisées pour ça et c'est plus efficace. François Legrand, justement, cet aspect écologique, il est important pour les Parisiens. Est-ce que la privatisation pourrait être un sujet qui les touche et qui fonctionne ?
C'est une bonne question. Alors, est-ce que privatiser un service public permet d'en améliorer l'efficience? C'est presque plus un sujet pour les économistes, donc je laisserai peut-être mon voisin répondre à la question. Je ne suis pas sûr que ça soit une baguette magique qu'on puisse activer et que subitement les choses vont s'améliorer simplement en confiant à des opérateurs privés ces missions de service public. Ça, je ne sais pas si vous avez La privatisation des services publics, est-ce que c'est une bonne solution? La réponse d'économiste, ça va toujours être ça dépend. Mais disons en même temps. En même temps, voilà. Donc la privatisation d'un service public comme celui, par exemple, de la collecte, peut en effet avoir des effets intéressants parce qu'on peut mettre en place, en fait, comme pour toute entreprise, des KPI. C'est ce qui est fait à Madrid, qui est une municipalité d'ailleurs plutôt de gauche, il me semble, et qui en fait a une gestion de son système de déchets quasiment complètement privatisée, il me semble. En revanche, là où peut y avoir des effets pervers parfois, c'est que, en fait, si les agents qui font la collecte ne sont pas ceux qui nettoient les rues post-collecte, vous pouvez avoir des effets pervers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une incitation à aller vite et à faire parfois un peu mal. Et on a parfois à Paris le problème de quand on ramasse des poubelles, de faire tomber un peu des déchets autour. Et donc en fait, si c'est les collègues, si c'est vous-même qui 2 heures plus tard allez revenir pour nettoyer, vous faites peut-être un peu plus attention quand vous relevez la poubelle que si c'est un autre agent qui dépend pas forcément qui n'est même pas un collègue et qui dépend pas de la même entreprise. Donc, il faut faire un petit peu attention avec ce. Je ne sais pas si la privatisation est une solution miracle pour ce genre de sujet, mais en tout cas, c'est en règle générale. Mais est-ce que en termes d'écologie, ça peut avoir un impact? Parce qu'elle explique justement qu'en termes de tri des déchets, ça peut aider. Est-ce que c'est vrai? Alors, dans l'absolu, l'avantage de privatiser, c'est qu'on met en concurrence et donc, effectivement, il y a des objectifs de rentabilité. Voilà, de rentabilité qui sont clairs, il y a un cahier des charges et si ça ne fonctionne pas, on change d'entreprise, etc., etc. Tout ça est bel et bien, mais comme exactement le souligne monsieur, c'est le problème, on va dire, c'est qu'il peut y avoir une redondance, et si en plus il y a des entreprises différentes, arrondissement par arrondissement, et il est question de transférer la compétence de la propreté sur les arrondissements, donc ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais néanmoins, on a par exemple d'ores et déjà des situations absurdes sur l'entretien où on a par exemple des boulevards limitrophes où une moitié de boulevard est à peu près entretenu et une autre pas du tout. Ouais, parce que justement, je me souviens dans la dernière, la grosse grève des poubelles, je crois que c'était en 2021. Je me rappelle, on allait dans une rue du 7e arrondissement, il n'y avait aucune poubelle. On changeait à 2 rues, c'était des montagnes de poubelles partout sur les trottoirs. Le cas du 7e quand même mérite d'être souligné parce que je le prends parce qu'évidemment je parlais de Rachida Dati. Oui, évidemment, mais Rachida Dati, en général, avait plutôt tendance à mettre l'accent là-dessus. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le 7e arrondissement est aussi beaucoup occupé par des emprises ministérielles. Et donc, en fait, pour éviter des feux, le ministère va prendre en charge lui-même l'enlèvement des déchets en cas de grève. D'accord. Donc, c'est pas vous uniquement ne pouvez la mairie, pas forcément avoir trop d'amas de déchets dans des rues où vous avez beaucoup d'emprises de l'État ministériel pour des raisons de sécurité. Oui, c'est logique. Si on allait autour de l'Élysée, il n'y avait pas à avoir... Voilà, donc c'est pas forcément Rachida Dati qui est directement responsable de ce genre d'enlèvement, pour le coup. Oui. Mais il y a à terme, dans le cas de ces grèves, il y a aussi des questions sanitaires. Quand ça s'accumule trop... Il y a des rats. Oui, alors il y a des rats, mais il y a aussi des questions sanitaires réelles qui finissent par advenir. Alors bon, la question, est-ce qu'on casse la grève, est-ce qu'on crée un système minimum? Tout ça, c'est des sujets qui me dépassent, évidemment. Mais justement, on parle de la grève, moi ça m'intéresse, parce que est-ce que ça permettrait pas, mine de rien, d'améliorer le service public, de privatiser? Parce que factuellement, il y aurait peut-être... Il faudrait, ça dans tous les cas, privé ou public, faudrait qu'il y ait un service minimal, parce que la dernière fois, la grève a été tellement forte qu'il y avait de vrais problèmes sanitaires, c'est-à-dire possiblement le début de pandémie. Parce que ça a un impact sur la santé. Oui, bien sûr, absolument. Et on ne peut pas... on va dire, il y a des professions comme ça qui sont essentielles. Souvenez-vous, on a été très contents de les applaudir lors de la crise du Covid. Et imaginez si des policiers font la grève, si des médecins font la grève, il y a des professions qui sont quintessentielles. Et là, alors il peut être tentant d'avoir un service public, puis de prévoir des solutions de rechange s'il y a des blocages. Enfin, tout ça peut devenir rapidement très complexe et très compliqué. Mais surtout, là,
encore une Est-ce fois, qu'on peut privatiser une partie et pas l'autre, par Oui. exemple? C'est en ça fait que un peu le certains cas proposent. déjà à c'est ce Paris. qui se passe selon les arrondissements. Est-ce qu'on peut rappeler la situation actuelle, justement, à Paris? À Paris, Qu'est-ce vous qui est avez privé, à qu'est-ce peu qui est de près l'ordre du une public? moitié d'arrondissements où la collecte Ouais. est faite par le secteur privé. Et ça, c'est décidé par? Alors c'est arbitré au niveau de la ville de Paris qui a décidé, et en fait ça a été une manière de gérer un peu le risque justement en cas de grève, soit parce que vous avez aussi des grèves dans le secteur privé ou dans le secteur public, c'est une manière d'essayer de faire un peu tampon entre les deux secteurs. Bon, ça, c'est une situation historique qui est héritée, mais je sais, voilà, en effet, il y a des candidats qui veulent passer sur du tout public, du tout privé. Bon. Et il y a un milieu. Il y a un milieu, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le retour d'expérience des autres métropoles européennes n'est pas que dans les villes où c'est tout public ou dans les villes où c'est tout privé, c'est plus propre. Je pense que c'est une question d'organisation, c'est aussi une question de l'engagement des équipes. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi se poser la question de comment, parce que c'est Du les salaire, personnes, par exemple, des personnes qui s'occupent de... par exemple, et nos déchets. de la capacité. Enfin, c'est des personnes qui doivent venir feront leur première tournée peut-être à 5 ou 6 heures du matin. Ce sont des personnes qui n'ont pas des salaires qui leur permettent de vivre dans Paris. C'est des personnes qui prennent des RER à des horaires très tôt le matin, bien plus tôt, je pense, que vous et moi. Et donc, en fait, c'est aussi des personnes qu'il faut être capable de récompenser, qu'il faut être capable de valoriser. Il faut être capable aussi de valoriser leur engagement dans leur métier et leur permettre de gravir en fait des échelons dans la hiérarchie et pas uniquement par des concours classiques de fonctionnaires, ce qui est un peu le problème du système historique que l'on a aujourd'hui. Et donc, il y a cette logique. Je pense qu'il y a une logique pour réengager les gens dans ce segment-là de la ville de Paris, dans la direction de la propreté. Pour réengager les gens, il faut repenser vraiment l'organisation du travail et redonner pour pouvoir redonner aux gens des aspirations. Mais ce que vous dites, ça rejoint un peu ce que vous disiez Oui. depuis le début de l'émission, c'est qu'il faut voir sur le temps long. Il faut aussi faire venir les gens et rendre plus attractifs Il y ce a métier. effectivement, le fond quand même du problème, c'est pas la masse d'agents, c'est véritablement leur organisation et le qualitatif, c'est-à-dire la qualité par exemple, du matériel qu'ils ont. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler, il y avait eu des achats de matériel spécialisé comme ce qu'on appelle des glutons. Et en fait, comme ils ne sont pas entretenus, aucun ne fonctionne. Donc c'est absurde de les acheter pour qu'ils soient cassés ensuite très rapidement. Mais quand on parle de l'organisation, par exemple, le nettoyage de pâté de maison comme ça, c'est des tournées. Et on peut s'apercevoir dans des arrondissements qu'il y a selon les équipes, on tombe parfois sur des petits endroits qui ne sont gérés par aucune équipe et dans lesquels il y a une accumulation désordonnée de nourriture et personne n'ose faire l'effort simplement d'aller nettoyer les quelques mètres carrés, on va dire, qui se chevauchent. Donc il y a véritablement une question d'organisation des services, de stratification, qui fait quoi, pourquoi. Et encore une fois, la question n'est pas que quantitative, elle est qualitative. Alors j'en reviens un petit peu au municipal et aux différentes propositions. On a vu ce que proposait la gauche, le centre droit. Plus à droite encore, on a d'autres propositions. Et en fait, ce n'est pas tellement des prépositions, c'est plutôt proposer de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences. Par exemple, les candidats plus à droite soulèvent un aspect donc plus sécuritaire. Ils veulent s'attaquer donc aux causes avant les conséquences. Sarah Knafo et Thierry Mariani, pour eux, c'est tolérance zéro contre les incivilités. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les poubelles, c'est aussi les dépôts sauvages ou les tags. Parce qu'en fait, quand on parle de saleté, ce n'est pas uniquement les poubelles. Factuellement, on en parle beaucoup. Est-ce que s'attaquer aux consommateurs, enfin aux dégradeurs, ça peut être la solution? On en parlait rapidement tout à l'heure. Bah, bien sûr. Enfin, alors pour le coup, quand 30 000 tonnes de dépôts sauvages d'encombrants par an à Paris, c'est évidemment quelque chose. Je pense C'est de notre faute? Bah c'est peut-être, alors c'est la faute peut-être de certains Parisiens plus que d'autres, mais c'est globalement la faute des Parisiens. Enfin, je veux dire, il faut aussi dire les choses. Je pense qu'il y a un effet psychologique peut-être. En effet, la ville est sale, donc en fait je fais pas attention, je salis également. Mais il y a un sujet quand même de dépôt sauvage, de responsabilisation. De millions je ne sais pas si 4 ou 5 millions de mégots qui sont jetés chaque jour à Paris. Enfin, c'est des chiffres on parlait énormes. tout à l'heure des villes extérieures. Moi, je me souviens quand je vais dans d'autres villes, par exemple, en Suisse, par exemple, il y a énormément de cendriers dans les rues. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de pas assez de poubelles, pas assez de cendriers, par exemple? Alors, les poubelles ont été supprimées délibérément à Paris. Vous vous êtes peut-être rendu compte. Soi-disant parce que quand on élimine le problème
problème, on ne le voit plus. Mais en réalité, ça a augmenté la quantité de déchets jetés oui, sur... parce qu'il nous faut toujours des poubelles. Oui, c'est absolument, c'est complètement absurde, mais c'est comme ça. C'est des théories parfois un petit peu loufoques, bricolées. Hors du réel. Voilà. Mais les solutions là, liées aux candidats Knafo et Marani, je dirais, c'est le modèle Singapour. C'est-à-dire, on vous surprend, il y a une caméra qui vous verbalise et tout de suite, c'est 1 000 € d'amende. Mais avant ça, est-ce qu'il ne faut pas peut-être déjà remettre les poubelles et mettre plus de cendriers? Exactement. Il faut faire tout à la fois. Alors, maintient l'idée, la théorie de la vitre brisée, ça marche. C'est-à-dire, si vous avez un environnement qui est généralement propre, la propension à le dégrader est beaucoup plus faible. Et il y a plein de villes de province qui ne sont pas forcément aussi riches que Paris, même qui sont bien moins riches, qui sont considérablement mieux entretenues. Je me rends régulièrement à Clermont-Ferrand, où j'ai de la famille, et même dans des quartiers populaires, l'entretien est considérablement supérieur à Paris. Et pourtant, ce n'est pas une question de couleur politique. Pour le coup, Clermont-Ferrand, CPS. Mais il y a, encore une fois, à Paris, c'est vraiment intensité d'usage, les moyens. Et même si je parle de moyens technologiques, évidemment, il y a aussi l'incitation de la population, tous ces paramètres. Parce que là, on est sur des chevauchent. amendes qui sont quand même assez fortes. On serait sur des amendes qui vont jusqu'à 300 € pour un mégot et 1 500 € pour un dépôt sauvage. C'est quand même des grosses amendes. Mais jamais, ou quasiment jamais, les personnes responsables, effectivement... ne seront prises la main. Alors, il y a... Vous avez quelques cas à Paris où il y a des gens qui ont été attrapés sur des par exemple, dans les gares, alors sauvages. c'est pas dans la rue, mais dans les gares, par exemple, depuis qu'ils ont interdit de fumer sur les quais, c'est vrai que souvent, il y a des agents qui passent et qui disent aux gens qui fument une cigarette, là, non, c'est interdit. Donc là, ça fonctionne, par exemple, dans les gares. Est-ce que c'est sur ce modèle-là? Parce qu'ils proposent aussi d'embaucher donc plus d'agents, plus de brigades de contrôle, mais ça va coûter une fortune. C'est-à-dire que, je suis assez d'accord, il faut tout gérer en même temps. C'est-à-dire qu'il faut gérer le bâton, et en même temps, on peut gérer la carotte. Et là, il y a tout ce qui va être, alors on parlait un peu de l'impact psychologique, vous avez tout ce qui va relever du nudge. Donc comment en fait vous organisez l'espace public pour inciter à être plus propre. L'exemple, vous disiez les cendriers, vous avez déjà vu à Paris, on en a quelques-uns des cendriers où on peut voter entre deux options. On met son mégot dans l'option. C'est ludique, quoi. Voilà, est-ce que je préfère le pain au chocolat, le pain au chocolat ou la chocolatine. Voilà, on peut voter entre ces deux options-là. Et en fait, cette gamification un peu, ça permet. Il y a plein de petites applications comme ça que vous pouvez faire qui permettent d'améliorer en fait les comportements naturels des gens sur le maintien dans la propreté. Donc là, on peut changer un peu l'espace de choix, on peut améliorer le design urbain de manière à faire en sorte que naturellement les gens soient un peu plus propres. On peut peut-être aussi verbaliser un peu plus les mauvais comportements et améliorer aussi la gestion de la propreté. Et je reprends un autre exemple qui est un peu entre le nudge et la gestion du quotidien. Mais à la SNCF, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la plupart des TGV, ils ont retiré les poubelles. Oui. Vous n'avez plus de poubelles dans les TGV et vous avez des agents... parfois du wagon. Parfois à l'entrée du wagon. Mais vous avez des agents qui passent pendant que vous êtes dans le train. Et ça a un gros impact psychologique, tout simplement sur le fait que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui doit nettoyer si vous laissez des choses sales derrière vous. Et là, vous avez un comportement nettement plus propre, entre guillemets. Et donc ça, c'est des effets, par exemple, qui sont aussi visibles. Si vous voyez des éboueurs dans la rue, si vous voyez des gens qui font le nettoyage, vous êtes moins enclin à jeter un mégot juste devant eux. Comment inciter les gens à bien faire? Sur l'histoire des mégots, quand même, c'est un impact sur l'environnement, puisque je m'en occupe. Il y a un impact très fort sur les arbres, parce qu'il y a une pollution du sol. Alors les gens ne se rendent pas compte, mais grosso modo, mettre 2-3 mégots au pied d'un arbre, c'est un effet anecdotique, mais vous en mettez 100, vous le tuez. Et on a malheureusement plein de cas comme ça, de sols qui deviennent ultra pollués. Dès qu'on est, on va dire, devant l'entrée d'une entreprise où on a plein de gens comme ça qui fument, on a parfois des concentrations extrêmes et on a donc des arbres parfois anciens comme ça qui périclitent. Il y a un autre aspect qui n'a pas été évoqué, qui me semble important, c'est l'aspect d'équité entre les arrondissements. Parce que on a des points de concentration où la dégradation est parfois plus forte que d'autres. Et ça pose la question de l'équité à un espace public de qualité. Or, Paris a été, historiquement, c'est la ville où la notion d'espace public a été inventée. Et à l'origine, cet espace public était neutralisé, était équivalent partout. Sauf que maintenant, on a des quartiers qui sont vraiment très dégradés, d'autres qui sont
à peu près préservés. Et donc, ça pose des questions sur les classes sociales. Il y a eu récemment une polémique où M. Grégoire laissait entendre que si les quartiers pauvres étaient dégradés, c'est normal, ils sont pauvres. Non, ce n'est pas normal. Il faut rendre un petit peu d'égalité à Paris. Tout le monde a le droit à un espace de propre qualité, et sain. propre, sain, bien entretenu. Et tout le monde peut y participer. Voilà. Alors, tout le monde y participe, bien entendu, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du droit à la ville. Très bien, le droit à la ville. Eh bien, merci beaucoup, en espérant qu'on retrouve bientôt un Paris plus propre. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On passe tout de suite à la partie culture. Il est des parcours qui marquent, qui bouleversent, qui interrogent et qui forcent l'admiration. Celui de Dorine Bourneton est l'un d'entre eux. À 16 ans, elle survit à un crash d'avion qui la rend paraplégique, mais elle n'abandonne pas sa passion, l'aviation, et reprend rapidement les commandes. Elle devient alors la première femme handicapée, pilote de voltige au monde, et raconte son histoire et son combat sur les planches du théâtre Montparnasse. Je vous propose de regarder la bande-annonce et on en parle juste après. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant, avec une handicapée à la maison? Cette phrase, elle a réveillé ma flamme. J'avais envie de brûler le monde. On part avec un handicap? Et alors? On va passer s'emmerder par des jambes. Les grandes aviatrices. Elles ont toutes commencé par des exploits et souvent terminées par des accidents. Moi, j'ai de la chance. C'est l'inverse. Je peux pas devenir instructrice. Je vais me battre pour mon rêve, travailler mon rêve. La première femme handicapée au monde, pilote de voltige. Dorine Bourneton, vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous êtes donc pilote de voltige, auteure et comédienne. Et à vos côtés, Éric Métayer, vous êtes également auteur et metteur en scène. Alors merci beaucoup d'être avec nous. On le voit dans la bande-annonce, cette pièce, c'est une pièce pleine d'espoir, pleine d'humour aussi. Une pièce autobiographique, ça raconte mon parcours de femme pilote, handicapée à la suite d'un accident d'avion. Et finalement, la résilience. C'est un spectacle qui parle à tous et à toutes, surtout à toutes. Et donc, oui, de la résilience, c'est un message universel. Comment se relever des preuves, des obstacles, surmonter des obstacles, avec, humour, avec autodérision. Et puis aussi poésie, magie, enfin, très belle mise en scène. La transition est bien faite. Justement, qu'est-ce qui vous a touché, vous, dans cette histoire? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, d'ailleurs, et comment vous avez décidé de mettre ça sur scène? Parce que d'aucuns pourraient écrire des livres. Pourquoi avoir choisi d'aller sur scène? Est-ce que vous avez toujours, par exemple, aimé le théâtre? Et vous, comment vous vous êtes rencontrés? Il y a beaucoup de questions en même temps. Oui, alors j'avais envie de réenchanter ma vie. D'accord. Et c'est vrai que le théâtre, c'est de l'art vivant. On se sent vivant, on se sent vibrant sur scène. Et comme je dis souvent avec Éric, tu as su faire du beau avec du rien. Il y a une sorte de réenchantement qui est magique, qui est... Voilà, pas du rien finalement, non, puisqu'il a puisé dans votre histoire et c'est pas du rien. Je parle des accessoires, d'accord. En fait, des tableaux qui sont proposés, puisqu'on passe d'un tableau à l'autre. En fait, on chemine et on passe d'un tableau à l'autre. Et voilà. Et donc, le théâtre, c'est l'endroit, un espace de liberté absolue. Ça me fait penser un peu au ciel. Et j'avais envie de ça. Et la rencontre avec Éric... Non, mais c'était pour moi, en tant que valide, c'est tout d'un coup, quand je discutais avec Dorine, tout d'un coup, il y avait vraiment de se dire, on ne connaît pas vraiment le monde du handicap. Ce qu'on en connaît, c'est, voilà. Alors moi, je viens entre guillemets, il y a de la comédie. Mm-hmm. Donc ce que je trouvais intéressant, c'est des sujets de combat, voilà, des sujets avec une force de vie qu'elle a extraordinaire. Avec ça vous a touché tout de suite? Ah oui, énormément. Parce que tout d'un coup, c'est de se dire, mais comment on arrive à se relever de ça? Et surtout, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de partir d'un crash d'avion pour aller faire de l'avion et aller faire de la voltige. Pour continuer. Je ferais, je sais pas quoi, peut-être champion du monde d'échecs ou de jeux de dames, mais certainement pas ça. Et deux, c'est que le théâtre, c'est un endroit où on se dit...
la voltige, l'aviation, tout ça, a priori, c'est improbable de le montrer sur scène. C'est la question que j'allais vous poser un peu plus tard, mais on va la faire maintenant. Comment est-ce qu'on fait de la voltige et de l'aviation dans une pièce sombre et plate? L'imaginaire. L'imaginaire du spectateur et l'imaginaire, le nôtre, c'était là de dire, on va faire sourire, peut-être rire et émouvoir. J'ai envie que les gens sortent, et avec le sentiment que j'ai eu quand j'ai rencontré Dorine, c'est de faire « Ah, elle me fout la pêche !» Et non pas « Oh, la pauvre !» Non. Le but, c'est pas de faire pitié. Ah non, mais oui, c'était surtout pas ça. Parce que les handicapés que je connais, il y en a plein qui ont alors, sans être obligés, comme on le dit dans la pièce, d'être obligés de faire un exploit. Parce qu'on le dit, on n'est pas obligé de faire un exploit. Le simple fait de vivre et d'être capable de vivre et d'être capable d'avoir la pêche, c'est déjà un exploit. Nous, les valides, déjà, le nombre de fois, on ferait mieux de dire « Hey, waouh, je suis debout, je vis ma vie. » Elle le fait. Moi, quand les gens sortent de la pièce, ils font d'abord, on s'est marré, c'était super, il y a plein d'images, mais... Oh, je vais faire quelque chose là, ce week-end. C'est ça qu'on avait envie de faire, quoi. Ouais, moi, j'ai beaucoup de retours de gens qui ont vu la pièce et qui me disent « Mais vous nous avez donné une pêche incroyable !» Et ça, c'est extraordinaire. Il y a même des gens qui pensent que c'est une actrice sur scène, qui joue le rôle de Dorine Bonneton handicapée. D'accord. Et quand ils me voient arriver, sortir de la salle et puis sortir dans la rue après le spectacle, ils me disent mais vous êtes vraiment en fauteuil? Vous êtes vraiment handicapé en fait. Ah non, mais ça c'est le plus beau des compliments. Il y a 3 mois, j'étais pas actrice. Il y a 3 mois. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que vous avez découvert là où le vol a toujours fait un petit peu partie de votre vie, le théâtre pas du tout. Pas du tout, mais c'est ce que je dis, c'est que Eric est quelqu'un, il est très exigeant. Et c'est lui qui m'a coaché, qui m'a guidé, qui m'a orienté. Et puis on a beaucoup travaillé. Et après chaque représentation, Eric en fait prend des notes. Même en ce moment, quand on joue le soir, tous les soirs, il prend des notes. Et ensuite, il fait part de ses notes. Non. Ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Comment nuancer, et il fait des propositions. Et attention, moi, j'aurais jamais tenté le coup si j'avais pas pensé qu'elle pouvait le faire. Bien sûr. De 2 raisons. Je pense qu'elle est... Voilà, il y a une vraie comédienne, pour moi, de base, qui était au fond cachée quelque part. Et puis la deuxième chose, j'avais quelqu'un en face de moi, ce que je disais sur le rapport à la vie, qui est le pourquoi pas. Ouais. J'ai confiance en toi, tu me dis que je peux essayer, on y va. Le mot confiance m'intéresse parce que je pense qu'il est au cœur de ce spectacle. Quand survient cet accident, justement, et ses conséquences, est-ce que vous imaginez arrêter de voler? Comment avoir confiance ensuite pour repartir et pour se dire je vais y arriver, je veux toujours? Non, j'avais très peur. Mais évidemment, quand à 16 ans, vous vous retrouvez, accident, un crash d'avion, violent, on se prend la montagne, j'attends pendant 12 heures dans la neige, le froid, consciente, j'attends les secours qui n'arrivent pas, je me suis vu mourir en fait. Et que transport à l'hôpital, ça sera fauteuil roulant. Évidemment, quand vous apprenez ça, le choc est tellement violent que vous vivez des sentiments, des émotions extrêmes. Et moi, les émotions que je ressentais à ce moment-là, c'était à la fois la peur de la vie, la peur de vivre comment je vais vivre en fauteuil, comment le regard que les gens portent sur moi, etc. Et en même temps, vraiment en même temps, l'envie d'accomplir des choses extraordinaires, de prendre des risques inconsidérés pour se sentir vivant. Et pour moi, la voie du milieu, qui est toujours la meilleure de toutes, il faut prendre la voie du milieu, c'était de reprendre les commandes d'un avion, pour reprendre les commandes de votre vie. avec un instructeur, et Eric, je le compare à mon instructeur en fait. Avec un instructeur, quelqu'un qui me redonne confiance, avec qui je vais réapprendre, reprendre confiance en moi, etc. Puis après on chemine en fait. Mais grâce à la confiance, la persévérance, on se fixe un objectif, on tend vers cet objectif et la peur, elle est là, mais on l'apprivoise, on l'apprivoise, exactement. C'est une histoire qui, en fait, cette pièce, quand on va la voir, on se dit que les traumatismes, on apprend à vivre avec pour pouvoir mieux vivre, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Je pense oui, et puis en même temps de se dire, quelque part, on a tous ces traumatismes-là. On en a tous. Il n'y a pas d'échelle dans la valeur. Il y a des gens que je connais, ils sont bloqués dans leur vie, ils ne sont pas bloqués dans un siège, mais ils le sont bloqués dans leur vie. Et quand on a fait la pièce, c'était vraiment de se dire,
comprenez que le moment présent et que le moment d'après, vivez-le intensément, complètement. Et c'est pour ça que c'est une pièce d'espoir c'était de dire, surtout quand vous sortez... La vie vaut d'être vécue. Oui, il y a de quoi. Cette chose, ne terminez pas votre vie avec sur votre tombe potentiel intact. Parce que c'est ça le pire, c'est de se dire j'ai rien touché, c'est bien, j'aurais pu faire des bêtises. Mort comme il a vécu dans la tente, quoi. Voilà, faites des bêtises, faites tout ce que vous voulez, on n'en a qu'une de vie. Et ce qui est là, Dorine, vraiment, elle a fait ça. J'ai qu'une vie, j'y vais, je monte sur scène. Je te fais confiance, on va travailler. Dans l'avion, oui. La pièce est comme dans la vie, on souffle le chaud et le froid, on surfe sur la vague, c'est-à-dire on surfe avec les émotions, on passe du rire à l'émotion. Pas aux larmes ? À la fin, alors là on les cueille, mais et voilà, et ça c'est beau parce que ça m'a demandé un gros travail, oui, puis en plus d'avoir de ça, cette capacité à aller chercher les émotions avec finesse, subtilité, pour à la fois chercher le naturel aussi, faire rire et puis passer d'une émotion à l'autre. En plus, il y avait un message qu'on voulait faire passer et on sait que ce message, moi ça, pour l'avoir fait dans plusieurs pièces, mais dès qu'on veut essayer de faire passer un message, le message passe s'il est entendu parce que on donne du plaisir, on donne de l'espoir, on donne de l'humour. Si on en a bien besoin. Sinon, on fait « j'ai pas envie de voir ». Bien sûr. J'ai pas envie de voir. Là, si les gens veulent voir, c'est parce que justement, ils font à la sortie, ils comprennent qu'il y a un message quand même derrière. Ça leur fait du bien. Voilà. Ouais, ça les rassure. Ça leur fait du sûrement, bien. Oui. Ça leur fait du bien. C'est une pièce qui fait du bien. Et vous aussi, ça vous fait du bien, ce que vous disiez vous avez au début. Remarqué En tout cas, ça a l'air. Ça vous j'ai bien. l'impression d'avoir gagné 10 ans. Depuis que je joue. Faites du théâtre. Oui, c'est ça. Du théâtre, 10 ans. Crème de jouvence. Et alors justement, le public, quand il vient vous voir, quel est-il ce public ? Est-ce que c'est des gens qui ont des problèmes, des gens qui veulent rire ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui pourraient se dire « j'ai un peu peur d'aller voir cette pièce, j'ai peur que ça soulève des questions en moi, ça va être peut-être un petit peu douloureux ». Vous aurez toujours des gens qui se sentiront de dire moi, j'ai connu ça sur une autre pièce, c'est le côté « non, moi j'y vais pas parce que ça, si c'est pour vivre ça, non, j'ai pas… » Bon, mais à la sortie, ils ont compris que oui, il y a des façons de faire passer des messages qui ne sont pas obligatoirement le truc qui fait peur et qui fait mal. Et puis se cacher la face sur les choses qui existent dans la vie, c'est terrible. On n'est pas là pour se cacher, on est là pour les prendre, les comprendre, les entendre. Sinon, le public, non, il est très large. Alors évidemment, on a des handicapés qui viennent voir la pièce, mais on a aussi un tout public qui vient pour voir une pièce de théâtre et qui tout d'un coup fait tiens. Et moi souvent ce qu'on me dit c'est qu'effectivement il y avait une appréhension, fauteuil roulant, ça va être dramatique, ça va être lourd, etc. Et quand les gens ressortent, ils se disent franchement je suis heureux de l'avoir fait. Il y a cette phrase dans la pièce que j'aime beaucoup, c'est quand elle dit non, mais dans un restaurant, les handicaps, ils nous aiment pas parce qu'ils nous voient arriver avec un fauteuil roulant et c'est tout de suite, ça casse l'ambiance. Et puis alors, si on vient à plusieurs, ça fait cantine d'EHPAD. Bon, mais oui, mais c'est la vraie sensation que les gens ont. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'on voit quelqu'un arriver avec une chaise roulante ou qui arrive avec un truc avec un tube, oh là là, ça y casse l'ambiance. Mais non, ça fait partie de la vie. C'est ça quand je la vois, je dis la vie elle est belle. Et ce qui est beau dans la pièce aussi, c'est que finalement on sent les difficultés, mais on explique le rebond. Comment à chaque fois, ce qui m'a fait rebondir, ce qui m'a fait avancer, ce qui m'a fait cheminer, je redeviens adolescente à un moment de la pièce. Il y a des allers-retours. Oui, on la y a jeunesse toujours des passés présents, etc. On joue beaucoup aussi avec le passé présent. Mais c'est la vraie vie en fait. C'est ça. Et ça inspire aussi les adolescents. Moi, j'ai une amie qui est venue avec son fils. Son fils m'a dit « mais j'ai frissonné ». J'ai frissonné. Il a 14 ans, il m'a dit j'ai eu des frissons. Non, mais en plus de ça, il y a quand même, c'est un spectacle, parce qu'on pourrait se dire c'est sur le texte et tout, mais il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses qui représentent un univers. Et c'est vrai que sur un public quand même plus jeune, ça les accroche parce que le texte, évidemment, le texte est le texte, mais il est drôle ou touchant, mais il y a les images. Et les images, tout d'un coup, ça parle à tout le monde. Il y a de la danse, il y a du rap. Ah oui, il y a de la danse. Oui. Il y a 2 camarades à nous qui sont des danseurs et en même temps intervenants qui amènent encore une autre magie. Il y a du rap, il y a on n'est pas dans un truc, c'est un peu spécial comme spectacle. Très bien, c'est une pièce qui donne de l'espoir. Merci beaucoup merci d'être venu nous en parler. Et on invite évidemment tout le monde à aller voir Voltige, c'est au Théâtre Montparnasse. On passe tout de suite à la chronique Histoire.
5 mars 1798, les chevaux de Saint-Marc partent pour Paris. Ce sont les chevaux les plus connus du monde. On les admire aujourd'hui sur la loggia qui surplombe l'entrée de la basilique Saint-Marc à Venise. Mais le 5 mars 1798, ils quittaient l'Italie pour faire route vers Paris, où ils restèrent 17 ans. Une histoire oubliée que vous nous racontez. Geoffroy Caillé, merci beaucoup d'être avec nous. Rappelez-nous d'abord ce que sont ces fameux chevaux de Saint-Marc. Alors, ce sont donc 4 magnifiques chevaux qu'on peut voir aujourd'hui à l'extérieur de la basilique Saint-Marc, place Saint-Marc à Venise. Ils sont sur une loggia qui est au-dessus de la façade principale. Et alors, ils sont magnifiques parce qu'on observe un double mouvement de leur tête. Ils vont 2 par 2 et de façon alternée dans le mouvement qu'ils dessinent. Ils sont habités d'un dynamisme inouï. Tous les détails de leur chair, des veines notamment qui passent sur leur tête sont visibles. Leurs regards sont extrêmement vifs. Tout ça, on fait vraiment un chef-d'œuvre absolu. Alors, on devrait parler de bronze parce que vous savez que le bronze, c'est constitué d'un alliage de cuivre et d'étain, à peu près 80% de cuivre, 20% d'étain. Mais là, il y a jusqu'à 98% de cuivre qui compose ces chevaux. Et donc, c'est quasiment du cuivre pur, doré, par-dessus. Et leur origine, c'est qu'ils ont été, à Venise en tout cas, c'est qu'ils ont été transportés dans la cité des Doges en 1204, à la suite du sac de Constantinople. Donc, c'est très ancien. Et c'est le Doge de Venise, Enrico Dandolo, qui a demandé à ce qu'ils soient rapportés à Venise. Alors, les chevaux originaux se trouvent aujourd'hui dans le musée de la basilique, qui est à l'étage de la basilique Saint-Marc. Et ce qu'on admire sur la place principale, depuis la place principale, sur la façade, ce sont des copies. Et alors justement, d'où provenaient-ils initialement ? Alors on pense qu'à Constantinople, ou Byzance, comme on appelait la ville de Constantin au Moyen-Âge, ces chevaux formaient ce qu'on appelle un quadrige, donc un attelage à 4 chevaux, qui ornait probablement l'hippodrome de la ville. Évidemment, hippodrome, chevaux, ça avait du sens. On pense qu'ils étaient sur une tour à l'entrée de l'hippodrome, et ils incarnent vraiment l'excellence de l'art du métal tel qu'on pouvait le travailler dans l'Antiquité. Et à partir de la Renaissance, ils ont vraiment, à Venise où ils ont été apportés, ils ont pris valeur vraiment du beau idéal auquel tous les grands artistes, Raphaël, Michel-Ange, ont cherché à se confronter, cet idéal antique de la beauté. Mais le paradoxe, c'est qu'on ne sait pas exactement à quand ils remontent. Ce sont des chevaux antiques, c'est certain, mais on ne peut pas dater le métal comme on peut le faire avec le bois ou avec d'autres matériaux. Et donc, il n'y a que des aspects stylistiques qui peuvent nous faire dire qu'ils sont antiques, ça c'est absolument certain. Et au XVIIIe siècle, on décide un peu de façon arbitraire qu'ils sont grecs, parce que l'art grec, c'est l'art le plus beau, et l'art romain n'est qu'un art d'imitation, un art décadent aux yeux des artistes de l'époque. Et on parle à ce moment-là des artistes Phidias, le sculpteur des frises du Parthénon à Athènes, ou le grand sculpteur Praxitèle. En réalité, beaucoup de chercheurs estiment aujourd'hui que ce sont des copies romaines, même si on ne peut pas tout à fait exclure une origine grecque, mais probablement des copies romaines en bronze, ou donc en cuivre majoritairement, faits par des artistes romains, et ils ne sont sans doute pas antérieurs au IIe siècle après Jésus-Christ, même si leur arrivée à Constantinople est datable à peu près du IVe ou du Ve siècle après Jésus-Christ. Alors si on ne peut pas exactement dater d'où ils viennent, on peut quand même exactement dire quelle est leur portée et leur fonction symbolique à Venise à l'époque. Oui, exactement. Leur installation à la demande du doge Enrico Dandolo en a fait un symbole de la victoire de Venise sur l'Orient. Donc Venise est la nouvelle Constantinople. C'est un peu le message que renvoient ces chevaux. Et le quadrige est visible de toute la place. Il est le plus bel ornement extérieur de la basilique Saint-Marc quand on la voit de l'extérieur. Et puis ce quadrige peut être interprété aussi comme un symbole chrétien. Les 4 évangélistes, bien sûr, dont Saint-Marc, justement, qui est l'apôtre de la basilique. Et puis pourquoi pas les 4 évangiles que ces 4 évangélistes ont écrits, puisque chacun a eu un rôle dans la diffusion de l'évangile dans le monde. Et la tête de ce quadrige, c'est le Christ lui-même, le Verbe en action, la parole de Dieu. Alors en revanche, ces chevaux, ils vont attirer l'attention d'un certain Bonaparte. Oui, exactement. Ils ont passé 600 ans sur la façade de la basilique Saint-Marc à Venise, avant d'en être délogés à l'occasion d'un coup comme la politique internationale en réserve parfois. Je rappelle, Napoléon n'est pas encore Napoléon, il est Bonaparte, il est général en chef commandant de l'armée d'Italie. Et il s'est emparé de la Vénétie, la région de Venise, à la suite de la première campagne d'Italie. On est en 1797 et par le traité de Campo Formio, il donne l'essentiel des possessions de l'ancienne République de Venise
à l'Autriche. Mais avant d'évacuer Venise, les Français, de façon particulièrement perfide, je dois l'avouer, procèdent à l'enlèvement de ces chevaux de la basilique. Et avec une vingtaine de toiles de maîtres récupérées à Venise, 241 manuscrits grecs et latins qui avaient déjà été saisis quelques mois plus tôt, les chevaux doivent aller à Paris. On décide qu'ils vont être les monuments des sciences et des arts. Alors, c'est une décision qui leur appartient. En revanche, comment est-ce qu'on fait pour enlever une telle œuvre, 4 chevaux ? Effectivement, ces chevaux font 900 kg chacun, ils font 2,33 m de haut, et donc la seule solution à l'époque pour transporter des charges aussi considérables, c'est de les amener par voie d'eau jusqu'à Paris. Et il y a un dessin de Karl Vernet, le peintre, qui représente la descente des chevaux de la basilique Saint-Marc devant une foule qui a l'air heureuse. En réalité, les Vénitiens, évidemment, ont assisté à la scène absolument horrifiée dans un silence de mort. C'était le pillage de leur patrimoine, en fait. Hein. Et ces chevaux ont été, sous la responsabilité de la marine, transportés à Ancône, donc sur la rive adriatique. Et le 5 mars 1798, c'est la date qu'on commémore aujourd'hui pour nous, c'est leur envoi à Paris. Et ils arrivent à Toulon un mois plus tard, le 6 avril. Un rapport qui est rédigé alors sur ces chevaux, qu'on appelle des chevaux corinthiens, parce qu'on est persuadé qu'ils viennent de Corinthe à l'époque, nous dit qu'ils sont en bon état, malgré quelques réparations à prévoir aux jambes. Et alors, on a parlé de la manière dont les Italiens ont vu leur patrimoine se faire enlever. Comment les Français ont vu ce nouveau patrimoine arriver ? Alors avec beaucoup de bonheur, parce que tout ça a été organisé au cours d'une grande fête qui a été voulue par Bonaparte. Je rappelle qu'en 1798, la Révolution n'est pas achevée officiellement. Pas si loin. Pas si loin. Et donc, dans la foulée des grandes fêtes qui ont été organisées sous la Révolution, Bonaparte décide d'organiser une grande fête de la liberté. Et le sommet de cette fête, ça va être, je cite, l'entrée triomphale des objets de science et d'art recueillis en Italie. Et c'est une originalité parce que cette fois-ci, les honneurs du triomphe ne sont pas accordés à un homme, mais à des œuvres d'art considérées comme vraiment le fleuron du génie humain. Donc il y a beaucoup d'œuvres, essentiellement celles qui sont pillées en Italie, notamment le fameux Laocoon des musées du Vatican. Mais en tête de toutes ces œuvres, il y a les chevaux de Saint-Marc qui débarquent dans Paris quand ils arrivent le 17 juillet, donc après un périple de presque 5 mois. Et des inscriptions précèdent ce cortège, tenez-vous bien, la Grèce les céda, Rome les a perdus, leur sort changea 2 fois, il ne changera plus. En réalité, ils ont à nouveau changé quelques années plus tard. Et alors, il y a au musée de la céramique de Sèvres un très beau vase d'1,20 m en céramique qui s'appelle le vase à rouleau et qui représente l'arrivée comme des objets pillés en butin, comme un Alexandre le Grand, comme un Jules César, qui arrivent à Paris et on voit ces magnifiques chevaux qui sont en tête du cortège. Et alors, à présent qu'ils sont en tête du cortège, qu'ils sont arrivés chez nous à Paris, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces chevaux ? Alors, ils vont rester 17 ans à Paris. D'abord, ils sont entreposés aux Invalides. Ensuite, on se dit qu'il faut en faire quelque chose qui soit à la hauteur vraiment de leur renommée et de leur excellence. On commence par les disposer, puisqu'ils sont 4. Donc, on les sépare sur 4 piliers de la cour de la grille qui entoure la cour des Tuileries. Et en 1808, quand on construit le carrousel du Louvre, l'arc de triomphe du carrousel qui est édifié vraiment à la gloire des armées napoléoniennes, ils viennent se placer au centre de ce carrousel, dessiné par les architectes Percier et Fontaine, les 2 grands architectes de Napoléon. Et on attache cette fois les 4 chevaux à un char, donc on crée un char de toutes pièces de façon à former vraiment un cadre grandiose pour tous les grands défilés militaires de l'Empire. Et cette fois, l'idée, c'est que Paris est la nouvelle Constantinople. Mais alors, en revanche, les chevaux ne vont pas rester si longtemps chez nous, ils vont finir par faire un petit voyage retour. Et oui, c'est l'heure du voyage retour. 1814, première abdication de Napoléon. Et tenez-vous bien, les Alliés nous laissent toutes les œuvres que nous avons pillées en Italie, y compris les chevaux de Saint-Marc, et il faut le retour de Napoléon avec les 100 jours et l'échec final de Waterloo en 1815 pour que cette fois les Alliés sonnent la fin de la récréation et décident que tout ce qu'on a appris va retourner en Italie. Et c'est pour ça que cette fois les chevaux de Saint-Marc reviennent à Venise. Alors pour les remplacer, Charles X, quelques années plus tard, va demander à son sculpteur Bosio de créer un nouveau quadrige. C'est celui qu'on admire aujourd'hui sur le carrousel du Louvre. Qu'on voit en haut. Qu'on voit en haut, tout doré. Il vient d'être restauré d'ailleurs. Donc il occupe exactement la place des chevaux de Saint-Marc.
Saint-Marc, mais les Parisiens, quand ils se promènent au pied du carrousel, ont oublié que pendant 17 ans, on a eu les chevaux de Saint-Marc chez nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut de nouveau les admirer là-bas et que ça fait une excellente occasion de retourner à Venise. Eh bien, merci beaucoup. On vous invite tous à aller à Venise ou au carrousel du Louvre pour les redécouvrir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la chaîne du Figaro TV.